Bonjour à celles et ceux à qui j'ai pas encore dit bonjour. Donc déjà tout d'abord, un grand merci d'être là aujourd'hui pour ce webinaire qu'on organise donc chez Promise sur le sujet de l'onboarding des développeurs et développeuses logicielles. C'est un webinaire qu'on va co-animer, voilà, avec Arthur qui vient juste de monter sur scène. Salut Arthur. Salut tout le monde. Voilà, donc Promise pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc on est éditeur d'une solution qui s'appelle Promise, dont l'objectif est d'aider les équipes de développement à partager des bonnes pratiques entre elles pour favoriser le transfert de connaissances et voilà, en fait monter en compétence ensemble sur les meilleures manières d'écrire du code dans notre contexte. Donc ça, on vous montrera un petit peu dans la deuxième partie du webinaire comment ça peut être utile justement dans un cas d'usage orienté justement onboarding des équipes. Donc ça va se dérouler en 2 temps. Voilà, il y a un petit quart d'heure, on va dire, on va parler un peu plus du sujet global de l'onboarding, pourquoi c'est un sujet important à prendre en compte quand on est dans une équipe tech et quand on a des personnes qui rejoignent régulièrement notre équipe. Et ensuite, on montrera justement comment Promise ça peut le faire, comment ça peut nous aider dans ce contexte. On a essayé d'être pas mal actifs sur les réseaux. N'hésitez pas si vous souhaitez nous suivre. On a un Slack communautaire aussi. Vous pouvez retrouver sur la page d'accueil de notre site promise.com. Vous avez quelque part sur la deuxième moitié de la page un lien d'invitation. C'est un Slack public où voilà, il y a à la fois des personnes qui utilisent Promise, des gens qui nous suivent. On communique pas mal à l'intérieur. Voilà, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Ce sera un plaisir de vous accueillir. Et on essaye aussi de publier pas mal de contenu sur des plateformes dev, Medium. Voilà. N'hésitez pas aussi à nous suivre si ça vous intéresse. On en profite pour parler pas mal justement de problématiques autour de la plateforme Promise, à quels besoins ça répond. Et donc, l'onboarding fait partie de ces problématiques-là. Hop, alors c'est parti. Donc voilà, on se présente rapidement. Voilà, on est 2 des cofondateurs, respectivement CEO, CTO de la startup Promise. Mais c'est pas ça le plus important. L'important qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler de l'onboarding. Alors pourquoi on a souhaité en fait faire un petit focus là-dessus aujourd'hui? En fait, tout simplement parce que ça reste quand même un sujet qui est incontournable aujourd'hui dans le développement logiciel. Parce qu'on a tout simplement une industrie qui présente quand même un des plus forts turnovers, tout secteur confondu. Les chiffres changent un peu chaque année, mais on a quand même un turnover qui est en moyenne à peu près 10-15%, qui est quand même beaucoup. Il y a certaines études qui montrent que globalement, les gens restent en moyenne 2-3 ans maximum quand on est dans des boîtes tech. Donc voilà, il y a un constat, c'est que le turnover, ça fait partie en fait de notre industrie. Et à côté de ça, on sait aussi que ça peut mettre parfois plusieurs mois, suivant les profils. C'est une moyenne, voilà, forcément, si je suis un profil peut-être plus junior, plus senior, je vais m'adapter plus ou moins rapidement, mais ça peut prendre plusieurs mois pour une personne à être vraiment bien intégrée. Alors, on parle souvent d'une productivité optimum. Bon, voilà, que c'est un concept un peu flou, souvent plus pour des personnes qui développent. Mais en gros, c'est l'idée que l'intégration, ça prend du temps. Donc, en fait, mélangé à tout ça, on se rend compte qu'on est quand même quasiment obligé de passer par là et d'avoir un process efficace derrière. Et ce qu'on sait, en fait, ce qui est quand même intéressant aussi avec l'onboarding, c'est que c'est important, pas seulement parce que ça a lieu, mais c'est important parce qu'on sait que ça a un impact aussi, notamment sur la fidélisation, tous les mécanismes un peu de rétention, si je reprends du vocabulaire plus du domaine des ressources humaines. En fait, il y a quelques études qui ont mis en avant le fait que quelqu'un, quand vous l'intégrez dans votre équipe, si elle se sent assez rapidement bien intégrée justement sur le projet, et qu'elle a vraiment une bonne expérience en termes d'onboarding, elle a plus de chances de rester plus longtemps dans l'entreprise, quoi. Voilà. Donc c'est un truc très simple, simplement que ça favorise la rétention. Et à l'inverse, on sait que les personnes qui n'ont pas forcément une super expérience en termes d'onboarding, peuvent avoir envie finalement de ne pas rester chez vous et d'aller voir ailleurs. Ce qui est logique, et ça, c'est des choses qu'on entend nous assez fréquemment, de personnes qui rejoignent une équipe et puis au bout de quelques semaines, qui se rendent compte que peut-être elles sont laissées un peu seules, finalement, c'est pas tout à fait ce qu'elles attendaient, elles sont pas bien accompagnées. Et déjà, quand même, un changement de poste, souvent, on se pose beaucoup de questions. Avant de démarrer dans une nouvelle aventure, on est à la fois excité, mais en même temps, on se pose beaucoup de questions de est-ce que ça va vraiment bien se passer, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête. Et donc, c'est vrai qu'assez rapidement, les premières semaines, si on est un peu dans le doute, si ça se passe pas super bien, on se dit, je vais peut-être pas
insister dans ce contexte-là, je vais peut-être aller voir ailleurs parce que voilà, finalement, c'est pas fait pour moi, quoi. Donc finalement, ne pas prendre en compte l'onboarding, ça présente un risque. Et il y a quand même beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui. Alors, voilà, c'est pareil, c'est des estimations, mais voilà, qui ont vraiment aucun process, aucun effort mis sur l'onboarding, quoi. Ça veut dire il y a aucun, voilà, c'est totalement informel. Quelqu'un rejoint l'équipe, bah, il n'y a pas vraiment de choses qui sont en place. Il n'y a pas vraiment de support, que ce soit humain, outillé ou autre, quoi. C'est des processus qui sont quasiment inexistants, quoi. Et du coup, bah, ça représente quand même un risque, hein, parce que vous savez quand même aujourd'hui que recruter des gens, bah, ça coûte cher parce que voilà, on peut pas. On est dans un milieu quand même où il y a beaucoup de demandes, donc faut aussi investir pour attirer des nouvelles personnes dans notre entreprise. Derrière, on sait que ça prend du temps aussi de les former et que bah, si finalement cette formation, cet onboarding n'est pas efficace, si ça se passe pas très bien, la personne risque de partir. Donc là, bon, généralement, l'entreprise bah, va perdre de l'argent dans l'histoire, quoi. Donc il y a quand même un intérêt à ce que ça se passe plutôt bien. Je ne sais pas préciser au début, vous l'avez sûrement vu, il y a un chat, il y a des questions. N'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai de regarder au fur et à mesure, ou sinon ça permettra de les noter dans un coin. Alors que parfois dans le chat, il y a des petits messages qui se mélangent. Donc, dans ce process d'onboarding, de quoi vraiment on a besoin? Alors, il y a pas mal de contenu, hein, que vous retrouverez sur l'onboarding, sur Internet, plein de guides d'entreprises qui partagent un petit peu comment est-ce qu'elles font en interne, etc. En fait, ce qu'on voit, c'est que bien souvent, ce qu'on cherche à faire dans un processus d'onboarding, c'est qu'on a besoin quand même d'humains, parce que finalement, quand on rejoint une équipe, on rejoint des personnes. Et finalement, ce qu'on a besoin aussi assez rapidement, c'est de rejoindre une équipe avec qui ça va bien se passer. Parce que bah, c'est ça aussi, c'est une crainte qu'on a, c'est est-ce que je vais rejoindre des gens et est-ce que humainement ça va bien se passer, est-ce que je vais bien m'entendre avec eux, est-ce que je vais prendre du plaisir à travailler, ce qui est quand même aussi un des critères qui font qu'on se sent bien généralement dans son travail, c'est on se sent bien aussi dans l'équipe dans laquelle on est, donc ça veut dire qu'on a besoin que les gens autour de nous soient là pour nous accompagner. Et après, il y a des choses qu'on peut essayer d'automatiser, certains outils qui vont être en support. Alors, quand je parle d'outillage, ça peut très bien être de la documentation, des choses qui sont un peu plus voilà, numériques, mais qui vont aussi nous accompagner dans le processus d'onboarding, que ce soit des outils de e-learning ou autres. Voilà, s'il y a des choses qui sont possibles, c'est bien en fait de combiner les deux. Dans certains contextes, l'onboarding va arriver 2 fois par an, dans d'autres, ça va arriver très régulièrement, hein, plusieurs fois par mois parfois. Vous prenez l'exemple d'une entreprise voilà, qui a soit une belle croissance organique, soit qui vient de lever des fonds. Il y a pas mal de startups en mode scale-up qui sont un peu dans ce contexte-là. C'est assez fréquent de voir une boîte qui double son effectif en 3 à 6 mois, quoi. Donc là, vous imaginez, toutes les semaines, il y a peut-être des nouvelles personnes qui arrivent, et donc c'est-à-dire que le process, il doit être là, quoi. Il doit pouvoir être répété au maximum. Alors, maintenant qu'on se dit ça, voilà, en gros, qu'est-ce qu'on doit montrer à quelqu'un, à un développeur ou une développeuse qui rejoint un projet? Voilà, vous trouverez beaucoup de contenu là-dessus, mais dans les grandes lignes, en fait, si on synthétise souvent les points qui sont montés, c'est quoi? Ça va être s'imprégner un peu de l'historique de l'entreprise, savoir un peu ce qu'elle fait déjà, c'est quoi son cœur de métier, savoir un peu en parler, avec quel typologie de client elle travaille. Voilà, avoir un peu une vision d'ensemble, un peu plus macro de l'entreprise. Ça va dépendre des contextes, bien sûr, hein. Voilà, entre une petite startup qui a 6 mois et une grosse multinationale, c'est pas toujours les mêmes approches, mais c'est intéressant de savoir un petit peu où on met les pieds et qu'est-ce que ça fait, comment s'organiser, c'est quoi un peu on va dire les grandes valeurs, les grands principes de l'entreprise, comment s'organiser. Voilà, avoir un peu cette vision-là globale de l'entreprise, comprendre un peu comment ça fonctionne. Et puis généralement, nous, en tant que développeurs ou développeuses, on vient rejoindre un projet, une équipe qui est généralement plus à taille humaine. Et donc là, l'idée, ça va être de s'imprégner, de comprendre à quoi sert le projet d'un point de vue métier. Voilà, c'est quoi sa raison d'être, à quel besoin ça répond. Comprendre aussi son historique, des choix qui ont été faits par le passé, comprendre quelles sont les personnes qui travaillent sur le projet en termes de responsabilité, en termes de mission, qui fait quoi. Et puis après, on verra un peu plus après cette partie-là, mais comprendre voilà, comment s'organiser en termes de tout ce qui concerne les processus de développement, en termes de workflow. Le projet où il en est aujourd'hui, c'est quoi ses prochaines échéances? Est-ce qu'on sait si c'est un projet qui va durer encore quelques années? Est-ce qu'on est sur plutôt une fin de projet qui va démarrer ensuite, qui va se transformer en un projet différent? Voilà, bref, il peut y avoir vraiment plein de sujets à aborder. Et puis progressivement aussi s'approprier un peu l'univers métier, hein. Donc voilà, si c'est un domaine qu'on ne connaît pas, ça va être se dire comment est-ce que moi en tant que développeur, hein, c'est vrai que je vais pouvoir
comprendre un peu toute la partie fonctionnelle, quoi. Donc ça, il y a un peu tous ces domaines-là, c'est assez large, mais ça, c'est des éléments finalement dont j'ai besoin un peu de m'imprégner. Et après, toute la difficulté, ça va être de trouver finalement un peu le curseur, de se dire comment je vais lisser ça, voilà, un peu dans le temps. Comment je vais parce que le but c'est pas que je donne forcément tout de suite une masse d'infos, c'est compliqué parfois à digérer, c'est comment je trouve un bon compromis entre intégration, le fait que je puisse quand même travailler sur le projet parce que je suis développeur, j'aime bien quand même développer et que j'arrive quand même à comprendre un peu tout ça. Donc c'est un bon équilibre en fait à trouver, mais c'est important ces étapes-là pour vraiment en fait travailler sur l'intégration derrière. Quelque chose quand même à savoir, voilà, c'est des trucs de base, mais je l'ai souvent vu aussi passer dans justement du contenu qui parlait d'onboarding. Quand vous arrivez le jour, enfin sur le premier jour, voilà, ce qui est quand même important, c'est que la personne, on rentre vraiment dans le concret. Donc, voilà, c'est toujours un peu frustrant si on passe beaucoup de temps sur de la paperasse ou l'ordinateur, mon poste de travail qui n'est pas tout à fait prêt, je peux pas vraiment travailler. Si j'ai pas encore les comptes pour me connecter au Slack ou au Teams et faire un petit message en disant voilà, bonjour, j'ai rejoint l'entreprise, etc. S'il y a des gens qui sont pas là pour m'accueillir, c'est un peu embêtant. Si la moitié de l'équipe est pas là, c'est peut-être un peu dommage. On aurait peut-être pu décaler l'embauche de quelques jours. Voilà, en fait, c'est important quand même que quand la personne rejoigne l'équipe, qu'il y ait quand même une forme un peu d'attention qui soit là. Et donc c'est normal aussi, voilà, simplement d'accueillir quelqu'un comme il se doit. Je ne vais pas dire qu'il faut faire forcément tout un truc énorme, mais au moins le minimum, c'est voilà, d'être présent et de montrer qu'on a pensé à elle, quoi, et que c'est quand même un jour un peu particulier, quelqu'un qui rejoint l'équipe, quoi. Sur la partie pure technique, voilà, parce qu'on a finalement, je vous ai dit, il y a plein de choses à découvrir, mais si on regarde vraiment ce qui nous concerne, quand on parle vraiment d'onboarding pur de développeurs ou de développeuses, ce qui va être intéressant assez rapidement, ça va être de nous imprégner, comprendre un peu la culture technique de l'équipe, comprendre l'environnement et toute la base de code, comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Donc le but, c'est de se familiariser un peu avec tout ça, se dire, mais finalement, voilà, ce code, ça va dépendre de la taille, mais comment ça fonctionne? C'est quoi? Quels ont été en fait les principes architecturaux qui ont été mis en place sur le projet, de design, de conception? Si le projet remonte un peu, c'est pas impossible que des choses soient pas totalement uniformes. Peut-être qu'on a démarré avec une certaine, approche, une certaine méthode de conception et puis, il y a 2 ans, on a découvert le DDD, et puis peut-être d'autres principes, CQRS, on s'est amusé à faire des microservices, j'en sais rien et donc peut-être qu'on a migré une partie du code pour utiliser de nouveaux patterns. Très bien, mais du coup, ça veut peut-être dire que moi, dans le code, je vais croiser différentes manières de faire et ça, c'est assez fréquent dans les différents projets. Donc là, un de mes enjeux, ça va être de comprendre finalement comment c'est fait et derrière, quelles sont les pratiques à mettre en œuvre pour suivre après ces modèles d'architecture-là, pour vraiment justement que je m'imprègne de la culture technique pour que demain, si j'ai à travailler sur le code, je sache, voilà, comment faire. Après, il y a toute la partie procédure aussi technique, hein, ça rejoint ce que je disais avant. Voilà, si j'ai une application, le minimum, c'est que je puisse savoir comment la builder en local, comment l'exécuter, tout ça. Généralement, voilà, on essaie quand même d'avoir un minimum de doc là-dessus ou d'avoir quelqu'un disponible qui sache comment faire. Si c'est le cas et qu'il n'y a pas de documentation, c'est pas mal de se faire un petit readme à côté pour la prochaine fois parce que finalement, le process d'onboarding, c'est des choses, dans certains contextes, qu'on va répéter souvent. Et donc, on va quand même essayer de capitaliser là-dessus, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des éléments de base. Comprendre aussi les méthodes de développement. Donc, je parlais de principes architecturaux, mais il y a aussi après d'autres principes, d'autres pratiques plus orientées, par exemple, comme le test-driven développement. Voilà, comprendre que finalement, on cherche vraiment à développer dans cette philosophie-là. Il peut y avoir aussi d'autres approches. Mais voilà, c'est de comprendre demain, si on me donne une tâche, comment est-ce que je dois le faire pour respecter finalement les principes en place dans une équipe. Et les aspects plus organisationnels, voilà, comprendre est-ce qu'on fonctionne plus sur un modèle agile, est-ce qu'on a des frameworks particuliers comme Scrum qu'on utilise, est-ce qu'on a l'outillage derrière, comment gérer le backlog, tout ça, bon, comprendre un peu, savoir s'y retrouver à ce niveau-là, quoi. Si on est précautionneux et parce qu'on respecte des best practices de security également, voilà, on a souvent un endroit où sont stockés tous les crédentials, donc des mots de passe, des clés d'API, ce genre de choses, ou au moins savoir comment les générer.
parce qu'on évite toujours de les hard-coder, de les versionner dans notre dépôt Git, hein, bien entendu. Donc voilà, c'est comprendre un peu ça, comment est-ce qu'on va faire ça. C'est bien aussi de me présenter un peu, alors ça va dépendre des contextes, hein, mais voilà, si on a une application, par exemple, on est sur une application SaaS qu'on déploie, qu'on met en prod régulièrement, bah, c'est intéressant d'avoir aussi cette vision de toute la chaîne complète CI/CD pour comprendre, voilà, ok, je vais faire mon commit, mais mon commit, comment est-ce qu'il va arriver en production? Et ça, que ce soit finalement du cloud ou pas du cloud, c'est toujours intéressant de comprendre voilà, comment mon commit arrive en production, comment l'application s'exécute en production, c'est quoi, c'est une infrastructure en distribué, c'est un seul serveur, c'est un monolithe, voilà. Avoir un peu cette vision-là, c'est important, mais ça, généralement, dans les équipes où il y a justement un peu de culture DevOps, on y arrive assez souvent. Hop. La stratégie de test aussi, c'est intéressant, voilà. Si on a une, bien sûr, mais voilà, comprendre derrière, qu'est-ce qui fait que ce qu'on code, ça va être validé? Est-ce qu'il y a des choses qu'on automatise, des scénarios fonctionnels? Voilà, ça peut être intéressant. Et puis, voilà, une petite transition maintenant vers un sujet sur lequel on travaille beaucoup chez Proma, et c'est de se dire, voilà, maintenant, moi, je rejoins une équipe en tant que développeur, mais finalement, c'est quoi un peu ces bonnes pratiques, c'est quoi ces standards, c'est quoi ces manières de coder? Parce que finalement, moi, je travaillais peut-être dans un contexte différent avant, hein, avec d'autres personnes qui avaient d'autres backgrounds et d'autres manières de faire. Et là, je vais intégrer un nouveau contexte, et donc il faut que je me familiarise avec tout ça, avec à la fois la culture technique, mais la culture technique, ça implique aussi des manières de développer. Et le but, c'est que finalement, je m'intègre bien là-dedans pour que derrière, ça, je me prenne pas 46 000 remarques en revue de code. Donc, il faut quand même que j'arrive à m'imprégner de tout ça. Et ça, généralement, comment est-ce qu'on fait? Alors, il y a en fait deux typologies d'approches, quoi, qui souvent sont utilisées conjointement. Il y a la première qui consiste en fait à miser pas mal sur des pratiques d'ingénierie, hein, donc voilà, type pair programming, mob programming, où en fait on va essentiellement travailler ensemble sur du code. Il peut y avoir de la revue de code aussi, hein, donc typiquement voilà, je développe une première tâche, je fais un peu de code, assez rapidement je vais avoir une boucle de feedback sur est-ce que finalement mon code respecte les standards en vigueur. Donc ça, c'est une manière de m'approprier progressivement en fait avec le temps les bonnes pratiques qui sont en place dans une équipe. Dans certains contextes, il y a aussi du mentoring qui est pas mal. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on conseille. Je trouve ça plutôt intéressant, suivant aussi la taille d'équipe, hein, si ça s'y prête, mais d'avoir des personnes un peu référents, mentors, qui sont pas forcément des gens dans l'équipe, mais qui sont peut-être des personnes qui vont accompagner une nouvelle personne pendant plusieurs mois. Parfois, il y a des systèmes équivalents, on appelle ça du parrainage. Bon, voilà, ça peut être de manière générale quelqu'un qui vous accompagne. Le parrainage, c'est pas forcément des gens qui font le même travail que vous, donc voilà, c'est plus global dans l'entreprise. Là où du mentoring, ça peut être des personnes plus seniors, plus expérimentées, qui vont avoir une certaine posture d'accompagnement vis-à-vis de vous, quoi. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que comme on travaille à plusieurs, en termes d'intégration aussi d'équipe, il y a un côté qui est assez intéressant, c'est que ça nous permet quand même de connaître aussi mieux les gens, de travailler avec eux, et de voir aussi si ça va matcher aussi pour les premiers mois, et si on se sent bien aussi dans l'équipe, quoi. Donc ça amène aussi des interactions, et comme on est quand même sur un métier d'activité collaborative, c'est quand même toujours important d'être là, de prendre tous les moments où en fait on peut être à plusieurs pour parler technique, quoi. Alors il faut le faire, après il faut trouver aussi encore une fois un bon compromis, parce que l'onboarding, ça peut prendre du temps, comme on l'a vu. C'est du temps qu'il faut forcément passer, puisqu'on l'a vu que si on le fait pas, ça présente des risques. Mais si ça arrive souvent et que derrière on a quand même des enjeux business, des choses à livrer, etc., voilà, faut toujours aussi trouver un bon compromis entre le temps qu'on passe, peut-être plus important au début, et à côté ce qu'on a à faire, que ce soit pas trop impacté, quoi. Encore une fois, ça va dépendre des contextes, hein. Par rapport à ça, justement, quelques points qu'on voit souvent voilà, ça, c'est des retours aussi d'expérience quand on discute avec des gens qui ont vécu des process d'onboarding. Je me rappelle quelqu'un qui m'avait dit, moi, pendant une semaine, j'étais en gros en visio avec quelqu'un dans l'équipe qui m'a montré qui m'a fait une visite guidée du code, quoi. Voilà, donc en gros, il m'a pris par la main et il m'a partagé son écran, et puis il y avait plein de dossiers, c'était un gros projet, et en fait, il m'a dit, là, il y a ça, là, il y a ça,
là, il y a ça, etc. Donc, au bout d'un moment, quand on rejoint une équipe comme ça et qu'on est développeur, on a quand même envie de faire des choses un peu concrètes. Alors, c'est bien hein, de faire un premier niveau d'intro sur le code, tout ça, c'est cool, hein, ça permet de s'approprier, etc. Sauf que une semaine, déjà, c'est un petit peu long. Et même, j'allais dire, une journée entière, en fait, on est passif, quoi. Et bon, quand on est passif, au bout d'un moment aussi, on a quand même une capacité de concentration, voilà, qui peut un peu se détériorer, quoi. Ça aussi pour ça, quoi, quand on fait du pair programming, mine de rien, on fait des itérations courtes. Laisser les gens passifs pendant plus de 3-4 heures, ça peut être un peu long. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt, c'est pas très stimulant de seulement lire du code, quoi. Donc voilà, trouver aussi des choses à faire, proposer à la personne de commencer à travailler rapidement sur le code, aussi c'est la meilleure façon de se l'approprier. C'est bien si vous avez, je parlais de stratégie de test, hein, mais voilà, en gros, la personne, quand elle va arriver, elle connaît pas encore bien votre base de code, et donc il y a un risque, on va dire, plus important d'introduire des régressions potentielles ou de créer des problèmes potentiels qu'une personne qui est là depuis 1 an ou 2 et qui connaît bien la code base, même si bien sûr ça n'exclut pas. Donc si vous avez des filets de sécurité dans le code, c'est mieux. Donc voilà, si vous avez justement des approches orientées TDD ou autres, on sait que ça permet de limiter un peu les risques, et donc quand on touche du code qu'on ne connaît pas, on a envie d'être aussi rassuré, est-ce qu'on n'a pas tout cassé? Et en plus, tester l'application d'un point de vue manuel, c'est parfois un peu compliqué parce qu'on ne connaît pas bien encore l'application, donc c'est compliqué pour nous de savoir qu'est-ce qu'on a cassé ou pas. Donc voilà, c'est ça qui va être important aussi. Donc, et au début, ça va avoir aussi des niveaux d'attente qui sont peut-être un petit peu plus mesurés, c'est-à-dire de ne pas... Voilà, on veut rejoindre une équipe, on a envie de bien faire, on n'a pas non plus envie de subir une grosse pression. Et quand je dis qu'il ne faut pas avoir des trop hautes attentes, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si on fixe des objectifs peut-être un peu plus accessibles, en tout cas au début, ça permet à la personne d'avoir des premiers succès rapidement, quoi, et de se dire, c'est cool, j'ai quand même réussi à faire des choses, et progressivement, voilà, je vais monter, quoi. Alors, si je reste 3 mois sur un truc et j'ai toujours pas réussi à faire quelque chose, je vais commencer un peu à me douter, à pas me sentir bien, à me dire, je suis en train de ramer, c'est pas bon, alors que, voilà, vaut mieux réussir plein de petites choses au début, ça permet aussi de mettre en confiance les gens. Et après, notre approche un peu plus outillée, souvent, ça va être de passer par des wikis. Donc, vous avez peut-être déjà ça en place, hein, des guides Notion, Confluence, où il y a pas mal de procédures, pas mal d'éléments, on peut se familiariser, etc., sur tout un ensemble de bonnes pratiques et des standards de codage dans l'équipe. Ce qu'on sait avec les wikis, hein, ça on l'a vu, on le voit très très souvent nous, quand on discute avec l'entreprise chez Promise, hein, c'est qu'on a un peu souvent ce symptôme du wiki qui n'est pas tout à fait à jour. Parce que c'est compliqué à maintenir, et puis ça reste des choses quand même qui sont assez statiques, quoi. C'est un outil qui est à part, qui est pas forcément intégré dans notre écosystème. Ok, on va le lire, ok, on va peut-être voir 20-30 best practices, mais bon, à la fin, qu'est-ce que je vais en retenir le lendemain, quoi? Je vais me rappeler peut-être que je l'ai vu, mais est-ce que je me suis vraiment familiarisé avec? Voilà, ça c'est plus délicat. Donc là, c'est de se dire comment est-ce que si j'ai 4 pages de bonnes pratiques, comment est-ce que je me les approprie progressivement, sans avoir à toutes les lire d'un coup. Voilà. Donc des fois ça fonctionne, mais des fois, nous, bien souvent, c'est quand tu as un wiki qui est à jour, déjà c'est bien. Donc maintenant qu'on se dit tout ça, voilà, on voit que c'est bien d'avoir des interactions, des échanges avec l'équipe pour s'approprier les bonnes pratiques. Et on voit aussi que c'est intéressant d'avoir un support outillé qui nous permette d'automatiser un peu des choses et qui soutient plus généralement cette démarche d'apprentissage des pratiques. Et donc, ça peut être forcément utile dans un contexte d'onboarding. Et donc, c'est là, finalement, qu'on va faire une petite transition pour voir, finalement, comment est-ce que ces deux mécanismes-là, ça peut s'intégrer dans ce qu'on propose aujourd'hui chez Promise. Et on va l'illustrer avec un exemple rapidement. Donc, je vais te laisser la parole, Arthur. Ouais, effectivement, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'échanges avec tout le monde. Et est-ce que vous m'entendez bien, ouais, Cédric, je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce que vous m'entendez bien dans le chat? Oui. Ok. Super, vous me rassurez. Et donc l'idée, en fait, ce serait de se dire, aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes en fait qui ont des problématiques comme ça quand il y a des personnes qui arrivent, on a pas mal de trucs un peu statiques dans des wikis qui sont pas forcément à jour. Donc c'est pas forcément des choses qu'il faudrait aller regarder. Du coup, on va passer beaucoup de temps un petit peu avec chaque personne. On va perdre du temps en fait. Pourquoi je dis perdre du temps? Parce que c'est important évidemment d'avoir du mentoring et de faire du pair programming, mais il ne faut pas non plus que ce soit poussé à l'extrême
où en fait, tout ce qu'on va dire à la personne, ça va être de la transmission orale. Et en fait, on va perdre un petit peu toute la capitalisation qu'on aurait pu faire avec des experts qui ont été dans notre entreprise pendant des années. Et en fait, eux, ils ont des connaissances qui sont importantes. Toutes les personnes qui sont dans l'entreprise, en fait, ont des connaissances qui sont importantes. Et si on ne capitalise pas sur ces connaissances, là, en fait, on perd quelque chose d'essentiel qui est justement cette culture technique qu'on est en train de créer dans l'équipe. Et comme le disait Cédric, il y a un turnover en fait qui est assez énorme dans notre industrie. Donc en gros, si jamais notre équipe change régulièrement et qu'on ne capitalise pas sur des connaissances des personnes qui passent dans l'équipe, on perd vraiment quelque chose en fait. À chaque fois, on est obligé de réinventer la roue, de réinventer un petit peu des systèmes, de retrouver ce que c'est que du DDD ou plein de pratiques de code, etc. Donc là, ça peut être assez compliqué. Donc l'idée en fait pour accélérer un petit peu ce onboarding, ça va être de pouvoir faire des points déjà réguliers de manière cyclique, peut-être une fois par semaine, une fois par sprint. C'est des choses qui sont organisées beaucoup par des communautés de pratique dans les entreprises ou des communautés craft ou des ensembles de personnes qui s'occupent justement de pousser en fait des connaissances un petit peu aux différentes équipes de développement. Donc l'idée, c'est pas de faire 2 jours intenses et puis de faire ça une fois par an. Ça ne fonctionne pas clairement dans tous les retours d'expérience qu'on a eu. C'est vraiment pas une bonne idée. Par contre, faire ça de manière cyclique, de rentrer dans une démarche d'amélioration continue, là, ça va être intéressant. Pareil, si jamais on peut avoir des choses qui sont automatisées pour faire du feedback aux personnes lorsqu'elle est en train de produire du code dans son IDE, c'est quelque chose qui doit être aussi poussé de manière automatique. Donc, on a vu aussi des entreprises qui ont essayé justement d'automatiser de la doc en fait qui va être poussée par exemple dans les IDE. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait en partie avec Promise. Donc, je vais vous montrer après comment ça fonctionne. Et l'idée, et ça c'est quelque chose effectivement qui est vraiment dédié à l'onboarding et qu'on va présenter un petit peu tout à l'heure, c'est de pouvoir lancer de manière aussi un petit peu ludique des challenges pour des gens qui arrivent comme ça dans les équipes afin qu'ils puissent découvrir la culture technique qui a été mise en place dans l'équipe. Donc vraiment découvrir les bonnes pratiques qui ont été appliquées. Est-ce qu'on fait du DDD? Est-ce qu'on fait de la clean architecture? Est-ce qu'on utilise des contextes avec React? Comment on fait du CSS? Comment on gère notre CI, etc. Donc vraiment, toutes ces pratiques, en fait, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour les découvrir rapidement sans que ce soit boring, comme le disait Cédric, et comment on va pouvoir aussi découvrir un petit peu la code base de l'équipe de manière interactive. C'est-à-dire, on va interagir avec, on ne va pas juste lire en fait, le code, ça on le fera pendant qu'on aura des tâches à faire, en fait, et on aura largement de temps de le lire pendant des années. Par contre, au début, on ne va pas effectivement se farcir toute la base de code, ce ne serait pas forcément super intéressant. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais partager mon écran. Tac. Parfait. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Promise, déjà, ça va être une intro pour vous faire découvrir un petit peu comment ça fonctionne. L'idée, en gros, de la plateforme, je ne vais pas vous faire une démo de Promise, on va faire vraiment un focus sur la partie onboarding, mais juste pour resituer un petit peu, pour que ce soit quand même un peu clair. Promise, qu'est-ce que c'est? À la base, ça va être des extensions pour des IDE, donc pour VS Code, Visual Studio, la suite JetBrains, donc IntelliJ et tous ces trucs-là, et Eclipse, et également des plugins pour des outils de revue de code comme GitLab, GitHub, Bitbucket ou Azure DevOps. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'on est capable de gérer comme outil. Et l'idée, en fait, d'avoir créé ces extensions, c'est vraiment de pouvoir s'intégrer dans le quotidien des équipes de développement. Donc vraiment au moment où on est en train de coder ou au moment où on est en train de lire du code lorsqu'on fait une revue de code dans une merge request, par exemple, sur GitLab. Et l'idée, en fait, de cette extension, c'est qu'elle va nous permettre de lister déjà toute la base de connaissances de notre équipe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, quand on démarre avec Promise, en fait, notre base de connaissances est vide. Et donc, chaque personne dans les équipes va pouvoir alimenter cette base de connaissances. Et en fait, les pratiques vont être vraiment spécifiques à chaque entreprise. Donc, chez Cdiscount, on ne va pas avoir les mêmes pratiques que chez Mano Mano, que chez Carrefour ou que dans d'autres équipes. Il y aura peut-être des pratiques qui vont être similaires, mais vraiment, l'objectif, c'est qu'on ait des pratiques spécifiques à chaque contexte, parce qu'en fonction de ce qu'on a mis en place, en fonction de l'expertise des gens en interne, on a fait des choix techniques. Et donc, l'objectif, ça va être d'enregistrer un petit peu ces choix et de les présenter rapidement à des nouvelles personnes qui arrivent. Comment ça fonctionne? Très rapidement, en fait, l'idée, c'est que n'importe qui dans l'équipe, qu'on soit senior ou junior, on peut identifier des bonnes ou des mauvaises pratiques sur n'importe quelle branche Git, sur n'importe quel type de fichier d'ailleurs. Donc là, par exemple, je suis sur un fichier JavaScript, j'identifie que quelqu'un ici a écrit une boucle for avec un await à l'intérieur.
ce qui n'est pas terrible parce que en fait, ça va rendre les appels séquentiels. À chaque itération, je vais devoir attendre le résultat d'appel HTTP pour passer à l'itération suivante. Et ici, les appels auraient pu être faits en parallèle. Donc là, concrètement, je me dis, OK, soit je peux aller voir la personne qui a écrit ce code-là et je lui fais le feedback. Mais là, je pense que vous l'avez bien compris, c'est un peu dommage parce que je vais faire du feedback qu'à une seule personne dans mon équipe. Donc, je vais devoir refaire ce feedback-là la semaine prochaine si quelqu'un d'autre arrive dans l'équipe mais n'est pas au courant, par exemple, de cette manière de faire en JavaScript. Et en plus, je ne vais pas le partager à toute mon équipe d'un coup. Donc, c'est vraiment dommage. Donc, je ne vais pas capitaliser sur ce que je vais transmettre un petit peu à l'oral. Donc là, ce que je peux faire tout de suite, c'est sélectionner ce morceau de code, faire un clic droit, et j'ai une option ici pour identifier une pratique directement avec Promise. Et à chaque fois, en fait, on me demande est-ce que c'est un exemple négatif ou un exemple positif. Ça pourrait être un exemple positif si, par exemple, il y a un try-catch avec une gestion d'erreur, avec un logger qui est bien fait et qui est la manière de faire aujourd'hui. Donc vraiment, ce qu'on veut mettre en place aujourd'hui, c'est cette manière de gérer les exceptions. Dans ce cas-là, je sélectionne le morceau de code que je viens d'écrire et je dis, ça, c'est une bonne pratique. Voilà, c'est comme ça qu'on gère les exceptions. Donc, si quelqu'un arrive et que dans notre code, il y a 10 manières de gérer les exceptions différentes, parce que le code est un peu vieux ou quoi que ce soit, qu'il y a du legacy, au moins, la personne saura qu'aujourd'hui, la direction qu'on veut prendre, c'est cette manière de faire. Parce que dans Promise, les pratiques doivent être à jour. Et justement, elles sont mises à jour parce que de manière cyclique, on se réunit, puis on revoit un petit peu les pratiques qu'on avait créées. Et ça nous permet de nous assurer justement qu'on n'a pas de pratiques qui ne sont pas à jour, ou là, ce serait le pire, évidemment, pour une équipe. Donc là, je vais dire que c'est un exemple négatif parce que ce n'était pas la bonne manière de faire. Et je vais créer ma pratique que je vais appeler par exemple usePromise.all for parallel calls. Voilà, on aurait dû utiliser promise.all pour faire des appels en parallèle. Je ne sais pas si vous le savez, si vous faites du JS dans le chat. Et du coup, cette pratique, je vais l'envoyer soit dans mon équipe qui s'appelle Marketplace Web, soit dans une communauté de pratiques si je veux l'envoyer de manière plus globale à l'entreprise directement. Donc là, on est dans le cadre d'entreprises assez grosses, en fait, avec des communautés de pratiques. On peut avoir une communauté Java, une communauté sécurité ou accessibilité ou n'importe quoi. Et donc, en fait, je vais pouvoir envoyer des pratiques directement à une communauté de pratiques. Donc là, je vais le faire dans mon équipe. Je vais dire que c'est du JS et de la performance. Ça va permettre de la retrouver plus facilement derrière. Ce que je peux faire également, c'est que je peux, une fois que j'ai corrigé ce code-là, parce que je suis passé sur le code, j'ai fait mon refactoring, je peux envoyer le refactoring que j'ai fait comme étant la correction de la pratique précédente, etc. Donc ça va me permettre en fait d'illustrer la pratique que je viens de créer avec un exemple concret qui vient de notre code source. Donc ça, c'est vraiment important pour des personnes qui arriveront. Comme ça, elles n'auront pas d'exemple théorique qu'elles auraient pu trouver sur un article média des bonnes pratiques en React. Mais là, elle va vraiment voir les bonnes pratiques React chez nous, avec des exemples de code de chez nous, de ce qu'il faut faire. Et quand il y a un souci, comment est-ce qu'on le fixe? C'est quoi justement la manière qu'on a derrière de fixer ce truc-là? Donc là, par exemple, j'ai utilisé cette manière de faire, en disant c'est la bonne manière de faire. Il y a peut-être quelqu'un dans l'équipe qui va dire, en fait, non, on va créer un service pour faire des appels en parallèle, etc. Et la bonne pratique se transformera en, pour faire des appels en parallèle, utiliser notre service Promise pour les appels en parallèle, etc. Ces pratiques-là, elles peuvent être également identifiées assez facilement pendant des revues de code, parce que justement, les revues de code, si vous en faites chez vous, c'est le moment où justement on regarde, quand on relit du code, est-ce que toutes les bonnes pratiques ont bien été appliquées? Est-ce qu'il n'y a pas de soucis fonctionnels dans le code? Est-ce qu'il n'y a pas de soucis d'architecture ou quoi que ce soit? Mais l'idée, ce serait quand même qu'on se concentre sur les soucis fonctionnels et que toutes les pratiques qui devaient être mises en place, elles soient déjà acquises par les personnes de notre équipe. Par exemple, ici, c'est un exemple qu'on a eu chez nous. On avait un service en fait pour manipuler des dates et la personne qui a écrit ce code ici, dans cette merge request, a manipulé des dates un petit peu en dur dans un composant Angular en utilisant Moment.js en plus qui est déprécié. Et du coup, a fait des transformations de dates et puis l'a répété plusieurs fois. Vous pouvez le voir ici. En fait, il y a plusieurs fois des dates qui sont manipulées ici. Et on avait déjà un service pour le faire, malheureusement. Donc là, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je rajoute un commentaire en disant, en fait, il faudrait utiliser le date formateur service pour manipuler dates, voilà, pour manipuler des dates. Et l'idée, c'est de se dire, si je fais un commentaire juste à la personne, le commentaire va lui arriver, donc ça c'est bien, sauf que je ne vais pas le faire à toute mon équipe. Et surtout, si quelqu'un de nouveau arrive dans l'équipe, comme on l'a vu, ça arrive régulièrement, je vais devoir encore répéter cette chose-là une nouvelle fois. Donc là, l'idée, c'est de se dire, à partir de ce commentaire, je vais créer une pratique. Donc avec notre extension, en fait, on peut comme ça créer une pratique directement à partir de notre commentaire. Donc ça récupère le champ de commentaires, ça me dit, il n'y a pas de pratique existante autour des dates aujourd'hui. OK, du coup, toujours pareil, je vais créer la pratique. Et là, ça va permettre de capitaliser sur cette pratique. Donc, vous l'avez compris, en fait, je vous montre ça parce que c'est important que je vous montre avant comment est-ce qu'on fait pour avoir cette base de connaissances en interne, vraiment sur nos pratiques. Donc là, je vais annuler la création des commentaires.
Et l'idée, c'est que de manière cyclique, une fois toutes les 2 semaines ou une fois par sprint ou une fois par semaine, ça dépend vraiment de votre organisation, on va se retrouver. Donc ici, on va se servir de l'interface de Promise. En fait, l'interface web de Promise ne sert qu'à être un support justement pour ces temps d'échange. Donc ce n'est pas une plateforme en plus qu'il faut utiliser. En fait, c'est vraiment un support pour ces échanges. Et ces échanges, on les a appelés des ateliers craft. Donc l'histoire, c'est de faire une sorte de revue de nos pratiques, donc de tout ce qui a été identifié pendant le sprint par tout le monde. Comme ça, tout le monde participe, tout le monde remonte des trucs sur des fichiers de test, sur de l'architecture, de la sécurité, etc. Et là, en fait, on va passer en revue un petit peu tout ce que tout le monde a identifié. La personne, comme ici, Anne Dojo, qui a identifié une pratique sur des tests, va pouvoir prendre la parole et dire je pense que c'est important d'avoir des tests indépendants les uns des autres, évidemment. Et pour ça, c'est intéressant d'avoir des fichiers de fixture, par exemple, associés à des fichiers de test. Donc ici, on a basket.fixture associé au fichier basket.spec. Et donc, il va expliquer à toute équipe que voilà, lui, il range en fait ses fixtures dans le fichier de test, etc. Si tout le monde est d'accord, on va valider cette pratique. Si des gens ne sont pas forcément d'accord, et clairement, par exemple, moi, je ne serais pas forcément d'accord avec ça, je pense que c'est intéressant que les tests, quand même, se lisent vraiment d'eux-mêmes, en fait, juste en lisant le fichier de test. Et par exemple, ce qu'on utilise chez nous maintenant, depuis assez peu de temps, c'est des builders, en fait, pour générer les données de test, avec vraiment un builder. Et pour générer les assertions également, on utilise aussi un builder. Donc, ça se lit très, très bien. Et ça dit, j'ai un utilisateur qui est dans telle ville, qui a 3 amis, et quand je fais telle action, alors je veux que maintenant, il n'ait plus que 2 amis, parce qu'il y en a un qui est parti, par exemple. Et donc ça, c'est plein de manières de faire différentes qui vont aboutir un petit peu au même résultat, qui est de tester l'application. Mais vous voyez, en fait, il y a énormément de manières différentes de faire la même chose quand on développe ou quand on teste ou quoi que ce soit. Et donc, c'est important que l'équipe soit alignée, qu'on n'ait pas 50% d'équipes qui fassent d'une manière, 50% d'équipes qui fassent d'autres manières. Et quand quelqu'un de nouveau arrive, qui fasse un petit peu à sa sauce aussi, ça peut être intéressant quand quelqu'un arrive qui pousse des bonnes pratiques et que justement, il explique un petit peu comment est-ce que lui faisait dans son contexte. Mais il faut qu'on valide tous ensemble que c'est peut-être une meilleure manière de faire ce qu'on faisait, etc. Donc, en fait, toutes ces pratiques, on va les valider ensemble, les présenter, etc. Je vais passer un peu plus vite. Et une fois que ces pratiques sont présentées, donc vous voyez déjà en termes d'onboarding, en fait, le fait qu'un nouvel arrivant participe à ces ateliers craft, déjà, ça lui permet de découvrir un peu la culture d'équipe. Ça lui permet aussi d'avoir un point toutes les 2 semaines où on parle un petit peu technique avec toute l'équipe et on parle des bonnes pratiques. Donc, ça lui permet lui aussi d'identifier des pratiques ou de remonter des choses qu'il aurait vues, qui l'auraient un petit peu choqué, par exemple, sur le code. Et l'idée, c'est que de manière automatique, après, les différentes pratiques qu'on a validées, qu'on a identifiées, elles vont être, ça je vais le présenter rapidement parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est vrai qu'en termes d'onboarding, c'est aussi important, en fait, automatiquement, elles vont être suggérées dans les IDE des nouveaux développeurs qui arrivent. Et on va dire, par exemple, là, tu es en train de faire une boucle for avec un await à l'intérieur. Attention, ça ressemble à cette mauvaise pratique qui a déjà été identifiée. Et là, on va se baser sur des exemples déjà identifiés pour remonter ces pratiques. Donc, l'objectif, ce n'est pas de faire un linter qui va bloquer nos commits ou quoi que ce soit, surtout pas. C'est juste de pousser des petits reminders en fait, à la personne en disant, par exemple, ici, je suis sur un fichier de test. On a des pratiques chez nous un petit peu dédiées au test. Donc, par exemple, ici, on en a justement qui arrivent parce que chez nous, on a une pratique qui est d'avoir une seule assertion par test. Et donc là, on va pousser cette pratique-là ou de ne pas utiliser de try-catch dans les tests. Bon, c'est nos pratiques à nous qu'on a mis en place. Mais par exemple, ici, le fait qu'on teste juste que ce soit quelque chose qui existe bien et qui contienne le subset de ça, ça peut être vu comme une seule assertion. Donc en fait, je peux très bien dire, OK, là pour moi, c'est une seule assertion, donc je ne fais pas attention à la suggestion qui est ici et je vais continuer à développer. C'est vraiment des suggestions qui vont être poussées. Ça va fonctionner de la même manière dans les outils de revue de code. En fait, on va avoir justement des pratiques automatiquement identifiées qui vont dire ici, c'est des bonnes pratiques. La personne qui a développé ce code-là, il a bien mis un try-catch autour d'appel HTTP. Il a bien utilisé notre système d'error handling custom qui s'appelle Themis API Service Handle Error. Donc, c'est un truc vraiment spécifique à nous. Mais l'idée, comme ça va être d'aider les personnes qui arrivent aussi à découvrir ces pratiques de manière un petit peu automatique. Mais la plupart de ces pratiques, en fait, par contre, ne sont pas automatiquement identifiables. Si je prends l'exemple de cette pratique-là, use business name in domain or application layer, c'est une pratique qui est dédiée à du nommage, etc. Donc, ça, jamais, du moins pas dans les prochaines années, on aura des outils qui vont être automatiquement capables d'identifier des trucs comme ça. Et c'est pas grave, en fait. Ça fait du sens qu'elles soient dans notre référentiel et qu'on puisse les présenter justement à des personnes qui arrivent. Maintenant, la question qui a été beaucoup posée, c'est oui, mais quand quelqu'un arrive, est-ce qu'il doit reprendre un petit peu toute la base des pratiques qu'on a créées, puis les regarder les unes après les autres, etc. Peut-être qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres.
Peut-être que la personne qui arrive fait seulement du React. Donc, en fait, il faudrait qu'il regarde des pratiques React et pas d'autres pratiques. Et donc, pour ça, on a mis en place un nouveau système qu'on a appelé des ateliers découvertes. Donc, l'idée, en fait, c'est que on puisse directement à partir de notre base de pratique. Donc là, tout ça, c'est la base de nos pratiques à nous. Donc, on a des pratiques sur du DDD, sur de la clean architecture front, sur du Redux, de la sécurité avec du GitLab CI, par exemple, des pratiques vraiment dédiées à du GitLab CI.yaml. Donc, vraiment, ça va être nos pratiques en interne. Et l'idée, c'est qu'on puisse se dire, en fait, je vais créer un atelier découverte à partir de certaines de ces pratiques. Donc, je vais dire, par exemple, je vais en prendre dédiées au front qui sont importantes. Donc, celle-là sur la clean architecture, celle-là sur Redux, des choses aussi sur les tests, par exemple, sur DDD. Donc, en réalité, ce qu'on va faire les équipes, c'est qu'elles vont prendre soit un top 10 des pratiques les plus importantes à présenter à quelqu'un qui arriverait dans l'équipe, soit on va prendre des pratiques sur un sujet spécifique, sécurité, accessibilité, Green IT, Clean Code, etc. Donc, on va faire un ensemble comme ça de pratiques. Quand on va créer ces pratiques, en fait, on va pouvoir dire à chaque fois quels sont les exemples que je vais vouloir que la personne identifie derrière. Parce que l'idée, en fait, de se faire un sous-ensemble de pratiques, c'est que quand quelqu'un va arriver dans l'équipe, hop, je vais avoir un ensemble d'ateliers découvertes que je vais pouvoir faire. Donc là, par exemple, j'en ai sur du React et Redux, sur du test unitaire, sur du DDD et sur les bonnes pratiques Promise, par exemple, le top des bonnes pratiques Promise. Et l'idée, à chaque fois, ça va être que la personne, en fait, quand elle va lancer cet atelier découverte, bon, faites pas attention au timer, là, c'est quelque chose qui est optionnel. Hein, normalement, il n'y a pas forcément besoin de timer, ça va plus se mettre la pression qu'autre chose. Mais l'idée, en fait, c'est que la personne puisse découvrir ces bonnes pratiques. Par exemple, chez nous, on essaye d'éviter les variables globales qui vont être mutées un petit peu trop régulièrement. On a une pratique qui est une pratique de fail fast, qui est de sortir le plus tôt possible des méthodes en levant une exception lorsqu'il manque des choses, justement, dans les paramètres ou quoi que ce soit, ou qu'il y a des choses qui ne sont pas trouvées. Et là, la personne, ça va lui permettre de découvrir un petit peu ces pratiques, donc de comprendre les pratiques qui ont été mises en place, et ensuite de les retrouver dans le code là où elles ont déjà été identifiées. Donc, par exemple, ici, ça, c'est une pratique qui avait été identifiée chez nous. Donc, j'ai un if avec une levée d'exception en fait directement ici. Donc là, je vais dire, OK, c'est bien la pratique failFast qui se trouve ici. De la même manière, ici, j'ai une variable globale, mais c'est celle-là en fait qui doit être identifiée en variable globale. Je vais avoir des choses, par exemple, sur EDDD, je vais avoir un value object ici qui est censé être immutable. Et il y a une personne qui a fait une erreur, en fait, qui a mis des setters, justement, dans un value object. Alors, pour ceux qui font du DDD, effectivement, ça vous saute peut-être aux yeux. Mais dans les value objects, en fait, on devrait setter les valeurs uniquement dans le constructeur et surtout pas dans des setters derrière, ou encore moins exposer des attributs publics. Donc, il y a souvent des discussions, justement, sur ça. Et donc là, l'idée, c'est d'identifier cette pratique en disant, oui, un value object est censé être immutable, donc en fait, je ne dois pas mettre de setter dedans. Donc, vous avez compris, en fait, ça permet vraiment à la personne de comprendre ces pratiques, et si la personne est capable de les identifier elle-même, ça veut dire qu'elle est capable de les retrouver et donc de ne pas faire d'erreur derrière. Donc l'idée de ça, c'est de pouvoir regarder un petit peu ce qui s'est passé et de passer avec quelqu'un derrière. Donc évidemment, l'objectif, c'est pas que la personne soit laissée vraiment seule, mais derrière qu'on ait un tech lead, par exemple, ou un mentor qui va pouvoir revoir avec la personne et lui dire, par exemple, tiens, ici, tu n'as pas identifié celle-là. En fait, ici, on est dans un agrégat et il y a un appel à la base de données qui est fait directement. Et en fait, les agrégats, quand on fait du DDD, enfin de l'architecture hexagonale, ne devraient pas justement avoir d'interaction avec la base de données. On devrait passer par des repositories. Et donc ici, l'erreur, effectivement, c'est que jamais on devrait appeler des modèles de base de données directement. Donc vous voyez, ça c'est spécifique sur ce que j'ai présenté ici. Mais l'idée, c'est de pouvoir le faire effectivement sur vos pratiques à vous pour onboarder rapidement quelqu'un qui arrive et qui puisse découvrir un petit peu ces différentes pratiques. Donc l'objectif de tout ça, ça va être que la personne en fait puisse plus rapidement comprendre un petit peu la culture technique qui a été mise en place. Est-ce qu'on fait du DDD ou pas? Est-ce qu'on utilise tel système quand on fait du React ou du Java ou du Spring ou quoi que ce soit? Et surtout d'en discuter aussi avec l'équipe derrière. Parce que là, on ne va pas juste dire « Ah ben oui, c'est pas bien », mais peut-être que la personne va dire « Par contre, dans le code, j'ai vu que en fait, on gérait les exceptions avec des chaînes de caractères qui sont des types en fait TS. Est-ce que ça, c'est une bonne pratique ?» Peut-être qu'une personne qui arriverait dirait en fait, je trouve pas ça super, il faudrait mieux lever des exceptions custom plutôt que de travailler avec des chaînes de caractères. Là, c'est peut-être pas terrible quand on fait un return, quelque chose comme ça, etc. Mais c'est une manière de faire parmi tant d'autres. Donc l'idée, c'est vraiment comme ça de pouvoir discuter un petit peu de ces différentes pratiques. Voilà pour le tour d'horizon. Juste pour ouvrir un tout petit peu, si jamais vous voulez tester en tout cas l'approche, il suffit juste d'aller sur notre site promise.com
Enfin, ouais, voilà, qui est ici. Et vous avez un bouton un petit peu partout, lancer Promise, essayer Promise gratuitement. Et en fait, ça vous permet de créer ce qu'on appelle une organisation. Donc, en fait, vous rentrez juste votre mail, vous créez votre organisation avec le nom de votre entreprise, par exemple, ou n'importe quoi. Et derrière, vous pouvez comme ça récupérer des plugins en fait, directement depuis la marketplace des IDE et tester un petit peu cette approche. Donc ça, n'hésitez pas effectivement à tester. Mais vous voyez, c'est très complémentaire en tout cas de tout ce qui peut être mis en place, voilà, comme atelier de pair programming, comme tout ce qui est revue de code, etc. Ça ne vient pas remplacer ces différents éléments. Par contre, ça vient vraiment les complémenter pour être plus efficace justement dans cette partie d'onboarding, vraiment dédiée aux bonnes pratiques de développement. Donc voilà, j'ai fait le tour. Alors, dernière chose que je peux présenter, il y aurait beaucoup de choses à dire. On a aussi un hub communautaire de bonnes pratiques sur bestcodingpractices.dev, qui est ici, que je mets dans le chat. Donc, c'est assez récent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous trouverez un unique catalogue fait par Cédric, qui est un catalogue Clean Code qui vient justement du livre Clean Code. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir justement une base un peu plus communautaire de bonnes pratiques. Et donc, plein d'experts différents. Donc, il y en a d'ailleurs dans le chat, qui sont en train justement de créer des catalogues sur différents sujets, clean architecture, test, robot framework, etc. Et l'idée, c'est qu'après, les différentes entreprises puissent aller piocher dans ces différentes pratiques pour récupérer des pratiques un petit peu externes qui arriveraient comme ça de l'extérieur. Donc voilà pour le tour d'horizon complet. Je te laisserai enchaîner, Cédric. Ouais, ben, merci pour la presse. Du coup, voilà, vous avez effectivement tous les éléments si vous souhaitez aller un peu plus loin avec Promise. On va aussi vous mettre dans le chat un petit lien si vous souhaitez qu'on prenne 30 minutes ensemble pour vous aider à mettre en place Promise avec vos équipes, à en discuter directement. Voilà, merci Arthur, c'est parfait. Et puis du coup, voilà, maintenant si vous avez... on essaie de suivre un peu les questions, j'espère qu'on n'en a pas raté. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, c'est le moment un peu d'en discuter. Là. On n'a pas de contraintes, on reste là encore quelques minutes. S'il y a des personnes aussi peut-être qui veulent monter sur scène, je crois qu'on peut faire ça pour partager soit des expériences d'onboarding qui se sont bien passées, donc nous expliquer un peu pourquoi ça s'est bien passé, ou à l'inverse, des choses qui ne sont pas bien passées, donc c'est toujours assez intéressant en termes de retour d'expérience. Voilà, on est assez ouvert, donc s'il y a des personnes qui veulent partager des choses, n'hésitez pas à monter sur scène ou même nous expliquer un peu comment vous faites chez vous. C'est toujours intéressant aussi d'échanger là-dessus. Tout à fait, effectivement. Vous pouvez mettre un petit message sur le chat et puis je vous fais monter. C'est ça. Alors, Alexandre, concernant les différentes étapes d'onboarding dont vous avez parlé, encore une fois, vous d'établir un ordre de ces étapes ou bien de faire tout en un. Je te laisse répondre peut-être, Cédric. Ouais. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est surtout par rapport à tous les points qu'on a évoqués. Ce que je trouve intéressant, c'est de me dire, voilà, en gros, d'ici 3 mois, 2 à 3 mois, voici tous les points qu'il faudrait qu'on voit. Peut-être moins, 3 mois c'est peut-être un peu long, mais suivant les contextes, mine de rien, ça peut passer vite. Ce que je préconiserais peut-être pas, c'est de le faire vraiment tout d'un coup, quoi. C'est-à-dire vraiment, je te fais 2 semaines où je te bourre. Voilà. Ça peut marcher, mais je trouve ça intéressant quand même que la personne, dès le début, puisse, comme je disais, pratiquer. Donc ça veut dire qu'il faut organiser un peu le travail pour se dire, tu vas travailler sur le projet. Et chaque semaine, on va s'allouer un peu de temps pour que on te raconte un peu plus le projet, l'entreprise, que tu t'imprègnes un peu progressivement pour que tu puisses après mettre un peu les éléments, les liens entre eux, quoi. C'est-à-dire si je te donne tout d'un coup, c'est peut-être pas toujours hyper efficace, quoi. Et puis il y a un côté un peu industrialisé, quoi. Juste tu viens, tu passes 2 semaines et après t'es prêt, quoi. Alors que quand on l'accompagne comme ça sur peut-être 1 ou 2 mois, ça permet de mélanger un peu des pratiques, de voir d'autres personnes aussi à un certain moment où c'est plus pertinent et d'accompagner vraiment plus la phase d'intégration. Moi, je trouve ça intéressant de faire comme ça. Après, il y en a qui font différemment. Je sais que dans notre contexte, là, quelqu'un que je connais dans une startup qu'il a rejoint, il recrutait beaucoup, justement, et beaucoup, et ils avaient vraiment un process où c'était pendant 15 jours, une grosse formation ultra accélérée sur toute l'entreprise, tout le contexte, le produit. Enfin, ils manipulaient vraiment le produit qu'ils développaient parce que c'était un éditeur. Voilà, c'est une autre forme d'onboarding aussi, voilà, qu'il a trouvé lui plutôt intéressante. Donc, comme quoi, ça peut aussi bien se passer quand on fait ça, quoi. Alors, je vois qu'il y a une question.
Quel est votre retour d'expérience sur le délai d'onboarding des nouveaux développeurs entre l'arrivée et le moment où ils sont opérationnels sur le projet? Alors, je sais qu'il y a des personnes il y a pas mal de gens encore dans le chat, donc n'hésitez pas à dire dans le chat d'ailleurs vous-même combien de temps ça vous a pris justement d'être opérationnel un petit peu sur les projets, ou alors les nouveaux développeurs par exemple qui rejoignent les équipes, combien de temps vous pensez qu'ils mettent avant d'être opérationnels? Parce que de notre retour d'expérience, ça prend au moins quelques semaines, voire effectivement quelques mois, comme le disait Cédric. Ça va vraiment dépendre des entreprises et surtout du process d'onboarding dans les entreprises. Et c'est ça qui est important, en fait, c'est que on a pas mal de personnes qui se sont dit, bah, en fait, j'ai été tellement lâché dans un flot de code de 400 000 lignes, de plein de strates différents, de manières de faire différentes, etc., que on avait beau me présenter d'entreprise et j'avais très bien compris comment fonctionnait l'entreprise, etc. Par contre, sur le code en lui-même, je ne savais pas quoi faire. Et donc, j'avais pas confiance quand je faisais un commit, j'avais pas confiance quand j'essayais de modifier quelque chose. Et si on n'a pas confiance et qu'on ne sait pas du tout quelle est la bonne manière de faire, je pense qu'effectivement, on ne peut pas se dire que là, on est opérationnel sur le projet. On n'est pas libre, par exemple, d'aller quelque part, de faire plein de modifs, de pousser, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Donc, je pense que vraiment, ce temps, il va varier en fonction de la complexité du projet, de la maturité de l'entreprise, etc. Mais surtout, il va être énorme si jamais on n'a pas en place justement ce système un petit peu d'accompagnement et cette découverte un petit peu des pratiques et des choses qu'on va mettre en place. Souvent, en fait, on a des équipes aussi qui nous disent ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a plein de manières de faire différentes dans le code. Parce qu'il y a du vieux code avec des anciennes manières de faire, puis du nouveau code avec d'autres manières de faire. C'est justement là où on dit aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne dans tous les projets informatiques, alors à moins que vous ayez des exemples différents. Mais en fait, on a toujours plein de manières de faire dans le code qui se battent un petit peu parce qu'on a du legacy qu'on ne va pas forcément retravailler parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. Du code qui n'a pas bougé depuis 2 ans, ça ne sert à rien d'aller le retravailler s'il n'a pas vocation à bouger. Si ça fonctionne, laissons-le comme ça. Enfin, ça, c'est notre manière de faire. Et donc, on va se concentrer surtout sur le nouveau code qui est produit. Et donc, le truc, c'est que le nouveau code produit, ça se trouve, il y en a très peu dans la base de code, en fait. Ça se trouve, c'est que 1 ou 2% en fait, de la code base qui représente vraiment ce qu'on a envie de faire aujourd'hui sur le projet. Donc, si jamais vous ne dites pas à des nouveaux développeurs, c'est comme ça qu'il faut faire, ils vont aller copier-coller des exemples de composants ou quoi que ce soit qui ont déjà été faits il y a quelques mois ou il y a quelques années, et ils vont repartir sur la même base. Donc, en fait, c'est là où on voit bien le problème en fait, du copier-coller justement d'anciennes strates. C'est une catastrophe parce qu'en fait, du coup, nos pratiques évoluent pas. Du coup, on est obligé de rester dans la majorité du code qui a été fait comme ça pour des choix historiques ou un truc de ce genre. Et donc, on reste dans cette manière de faire. Donc, c'est important de passer par des choses un petit peu externes. Alors, c'est pour ça aussi qu'on a mis en place les ateliers découvertes avec Promise. C'est pour dire, comme ça, quand quelqu'un il arrive, tout de suite, il voit aujourd'hui la direction dans laquelle on veut aller plutôt que à quoi ressemble la base de code aujourd'hui. Peut-être que la base de code n'est pas du tout organisée en architecture hexagonale, mais pour autant, la direction qu'on veut aller, c'est de l'architecture hexagonale, pour une raison X ou Y. Et dans ce cas-là, c'est intéressant de comprendre des concepts et de ne pas faire d'erreur quand on rajoute du code. Voilà, pour la petite réponse qui dure un peu longtemps. Ouais. Il y a une autre question d'Alexandre qui posait la question, est-ce qu'on adapte le processus d'onboarding quand on accueille notamment des freelances qui sont là un peu moins longtemps, 3 à 6 mois. Là, en fait, c'est vrai que je pense qu'il faut adapter un petit peu la procédure, effectivement. C'est-à-dire si quelqu'un est vraiment là pour 6 mois, ça veut dire que généralement, il y a vraiment un objectif précis. Et donc, finalement, peut-être on se projette un petit peu moins avec cette personne-là ou pas. Peut-être que c'est une première mission qui appelle d'autres. Donc, voilà, tout dépend en fait de la vision que vous avez sur cette personne-là. Est-ce que c'est vraiment du one-shot et auquel cas, bon, voilà, vous allez l'intégrer forcément sur un minimum de choses. Donc, si c'est une personne qui va travailler sur le code, là, effectivement, il va y avoir plus une phase d'appropriation aussi des bonnes pratiques qui va être importante parce que c'est assez fréquent. Beaucoup de freelances, comme quand ils savent ils ou elles restent pas longtemps, on a quand même envie de bien faire les choses et on n'a pas envie que même si on reste que 6 mois, que après ça vous prenne 2 mois pour retravailler le code ou que vous compreniez pas le code, quoi. Donc sur cette courte période, il y a quand même un enjeu assez fort de s'assurer que la personne qui va travailler sur le code laisse quelque chose qui soit cohérent avec la base de code existante. Donc finalement, toutes les pratiques qu'on a vues, que ce soit en termes de revue de code par programming,
effectivement, c'est pertinent. Des approches plus outillées comme on la présente avec Promise, effectivement, ça fait du sens. Bon, peut-être pas aller voir tout le monde, tous les étages, effectivement, parce que peut-être qu'on reste vraiment longtemps. Mais en tout cas, sur le projet et sur les pratiques, c'est important parce que ça s'est déjà vu d'avoir quelqu'un qui reste pas longtemps et qui va nécessiter 2 mois de rework pour comprendre et retravailler ce que c'est fait. Donc, éviter de laisser la personne dans un coin, qu'elle soit freelance ou autre, c'est toujours bien. Donc, il y a quand même effectivement une étape d'onboarding à faire, au moins sur le côté opérationnel. Et puis, si c'est quelqu'un avec qui vous entendez bien, que vous avez envie qu'il reste aussi sur le projet, l'onboarding se fera un peu plus progressivement, quoi. Donc, je pense qu'il faut adapter effectivement cette partie. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place justement ces ateliers craft un petit peu pour revoir les pratiques et que tout le monde puisse proposer des choses. C'est de dire, si quelqu'un arrive dans l'équipe, même pour quelques mois, peut-être qu'il a une expertise qu'on n'avait pas en interne. Je sais pas, sur de la sécurité, sur de l'accessibilité, sur des pratiques de dev en fait que lui a et que dans l'équipe on n'a pas. Et en fait, c'est important qu'ils viennent pas juste en mode pompier pour produire du code, mais uniquement du code, qu'ils puissent aussi participer et contribuer à cette création de base de connaissances. Et l'objectif, c'est que du coup, ils puissent nous faire des feedbacks sur notre code en disant, par exemple, je sais pas, ici, on a une pratique test, ça te passe. Et là, ils pourraient nous dire, en fait, vous faites des tests, vous avez une bonne couverture, ça a l'air bien. Pour autant, vous ne testez pas du tout les chemins à la limite, vous ne testez pas du tout les cas un petit peu bloquants, les levées d'exception, etc. Et du coup, en fait, vos tests ne servent pas à grand-chose. Et ça, quand on a vraiment la tête dans le guidon, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, c'est là où c'est super intéressant quand on a des personnes qui viennent sur des durées courtes et qui ont un peu d'expertise, c'est que ces personnes-là puissent amener cette valeur, en fait, et amener des pratiques aussi à l'équipe. Et je pense, personnellement, je pense que ça a encore plus de valeur que si la personne est en mode production et puis juste développer en fait quelques features. En fait, ça va moins rester dans le temps, ça va être que quelques features. Si quelqu'un peut apporter aussi des choses à toute l'équipe et faire grandir tout le monde, là, c'est plus intéressant. N'hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y a si vous avez rejoint une équipe il n'y a pas longtemps, au bout de combien de temps vous vous êtes senti vraiment intégré, opérationnel, quoi. Merci Marc, à bientôt. Juste pour info, sur la partie logistique, on a le replay qui va être envoyé, je crois, à tous les participants. Tu m'arrêtes, Cédric? Tout à fait, ouais, ça va être envoyé et ce sera mis sur notre chaîne YouTube assez rapidement aussi, voilà, parce que sinon c'est pas public. Ouais. Donc on partagera la vidéo aussi YouTube sûrement sur LinkedIn, puis vous aurez sûrement le lien par la suite. On fera un petit mail pour envoyer le récap avec sûrement des slides et la vidéo. Mais du coup, n'hésitez pas effectivement à la partager et à tester effectivement l'approche si vous voulez tester Promise, comme je vous ai dit. Puis n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous si vous voulez justement tester gratuitement. L'objectif, c'est que les équipes puissent essayer un petit peu de manipuler, de créer une première base de connaissances. Et si jamais ça les intéresse, évidemment, là, ils peuvent continuer avec la solution. Mais toute cette phase de test est vraiment gratuite pour que justement les gens puissent avoir un retour concret et que ce soit les équipes elles-mêmes en fait qui disent est-ce que c'est intéressant ou pas. Toujours pareil, quand on est développeur, on préfère mettre ses mains dedans un petit peu pour vraiment vérifier comment on s'en sert et puis dans notre contexte, comment ça se passe, etc. Il précise aussi que Promise, on a une offre gratuite pour les universités, les écoles. Donc voilà, si vous êtes enseignant, enseignante, étudiant ou étudiante, voilà, vous nous faites un petit message quand vous créez votre compte et on fera ce qu'il faut. Et c'est gratuit pour les projets open source aussi. Si jamais vous travaillez sur des projets open source, n'hésitez pas. Parfait, je vois que non, pas de questions. Voilà, bon, de toute façon, vous avez nos coordonnées, on est assez le form pour les présences. Je ne pense pas que ce soit à nous de. Je pense tu veux dire peut-être et ouais, d'accord, merci. Ça c'est Epitech qui pousse les. C'est pas nous qui gérons ça, mais merci pour l'aide. Ouais. Voilà. Bon, après, Arthur et moi, on est assez actifs sur LinkedIn. Vous trouverez assez facilement des moyens de nous contacter.
Et en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. On essaiera d'organiser des prochains webinars, notamment avant l'été. On a quelques sujets en préparation dans les cartons, notamment sur des domaines de bonnes pratiques, Green IT, Security, voilà, plus appliqués qu'on a envie de monter, vous partager. Donc, vous serez informés, voilà, vous recevrez une invitation quand on aura planifié tout ça. Et puis du coup, on vous remercie à nouveau et puis on se dit à très bientôt, on espère. Et À bientôt tout le monde. puis prenez soin de vous. Au revoir. Et bonne Salut tout le journée. monde.